Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir dans les nouveaux locaux d'Ergonia, 12 rue Vivienne, ce mercredi 10 février 1982 pour vous parler des chimères. Cet exposé prend la suite de ceux qui ont été enregistrés l'an dernier et auxquels certains d'entre vous ont assisté. Je vous rappelle qu'ils sont disponibles sur cassette dans le fond de la salle. Venons-en au vif de notre sujet de ce soir. Le titre de la conférence, c'est « Nous sommes tous des chimères biologiques et nous créons tous des chimères psychiques ». Pour la première fois, cette conférence est enregistrée à la fois par le son et par l'image en vidéo, ce qui permettra aux absents de se chimériser avec mon image s'il leur en prend la fantaisie lorsque je ne serai plus là. Qu'est-ce qu'une chimère ? Une chimère, du point de vue mythologique, c'est un être composite. Par exemple, un centaure, cet homme moitié homme, moitié cheval, cet être moitié homme, moitié cheval, c'est une chimère. Pour un agronome, une chimère, c'est un être composite également. C'est par exemple la greffe d'un poirier sur un cognacier. C'est deux êtres différents, deux espèces différentes, mais qui ont, du fait de l'homme, appris à vivre ensemble et qui gardent chacun leur spécificité génétique. Le génome ne se mélange pas. C'est pas comme un hybride. Un hybride, les deux patrimoines génétiques se mélangent. Dans une chimère, du type greffe par exemple, les patrimoines génétiques ne se mélangent pas. Alors, les chimères, maintenant, du point de vue biologique et du point de vue des physiciens, expliquent d'une façon assez nouvelle, bien qu'on trouve des précurseurs il y a plus de 100 ans qui avaient déjà pressenti ces phénomènes, expliquent d'une manière nouvelle tout un ensemble de phénomènes de l'évolution, depuis la physique des particules élémentaires, la physique subatomique, jusqu'à la structure des univers. Alors, je vais aujourd'hui passer en revue un certain nombre de chimères, en insistant bien entendu sur celles qui sont les plus proches de nous et qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les chimères psychiques. Je voudrais d'abord vous rappeler l'emboîtement du monde physique. Il y a d'abord les particules élémentaires, qui s'organisent par exemple dans le noyau d'un atome pour former le noyau atomique. Ces atomes avec leur cortège d'électrons, ces noyaux avec leur cortège d'électrons constituent les atomes. Les atomes s'arrangent entre eux par des liaisons chimiques pour former les molécules. Les molécules s'organisent en grosses molécules qui s'organisent elles-mêmes en organites, qui sont des petits organes intracellulaires. À l'échelle au-dessus, vous avez les cellules, puis les ensembles de cellules, c'est-à-dire les êtres métacellulaires, dont les plantes et nous faisons partie. Au-delà, il y a les espèces, par exemple, l'être humain est une espèce, et les êtres s'organisent souvent en sociétés, et ces sociétés sécrètent des techniques. Tout cela, c'est le monde de la physique. À côté de ce monde de la physique, je dirais localisée, il y a un monde délocalisé, c'est-à-dire un monde qui, d'une certaine manière, peut être considéré comme situé hors de l'espace et du temps. C'est essentiellement le monde psychique. Alors vous avez dans l'emboîtement également de ce monde, vous avez le monde psychique qui se décompose en monde du langage. Vous avez des chimères langagières, je vous en parlerai. Dans le monde du langage, vous avez un cas particulier extrêmement important, c'est la musique. Vous avez le monde idéal et puis le monde créatif. Enfin, je terminerai mon exposé par l'étude sommaire de la pathologie de certaines chimères, notamment les psychopathies, c'est-à-dire certaines maladies mentales qui sont d'origine chimérique, les maladies du rêve qui sont les cauchemars, les hantises, les cas de possession et d'envoûtement. Tout d'abord, au niveau des particules, alors je redescends dans la matière. Vous savez, vous avez probablement, si vous êtes intéressé à ce monde sous-particulaire, vous connaissez l'existence des quarks, qui sont des particules que l'on n'a jamais observées, mais que l'on considère comme constituant les électrons. C'est des morceaux d'électrons en quelque sorte. Alors lorsque trois quarks fusionnent pour former une particule, on peut considérer que c'est une chimère, parce que ces trois quarks, bien qu'on ne les ait jamais observés, on les a déduits de l'expérience. Il y a des mondes sous-particulaires également et des mondes particulières, comme je l'avais dit l'année dernière, en vous parlant du diagramme du vide d'Irak, qui sont
certaines particules semblent émerger du néant. Et si elles semblent émerger du néant, ça veut dire qu'il y a dans ce que nous avons appelé vaguement l'ailleurs des particules virtuelles ou imaginaires, employez le mot que vous voulez, qui, en fusionnant, accèdent à l'état de la réalité physique. Donc chaque fois qu'on pense chimérisation de particules, il faut toujours penser qu'il y a une partie délocalisée qui se trouve dans l'ailleurs. Et ça a une extrême importance parce que lorsque nous allons arriver au stade ultérieur des atomes et des molécules, vous verrez l'extraordinaire importance des structures délocalisées. Lorsqu'une matière rencontre de l'antimatière, vous savez qu'elle s'annihile avec un formidable dégagement d'énergie, et cette énergie se trouve notamment sous forme de photons. On peut donc dire qu'un photon, c'est une chimère d'une particule et d'une antiparticule. Jusqu'ici, vous allez me dire, bon, le chimère, c'est un mot qui simplement est utilisé pour exprimer des choses que l'on a exprimées différemment. Vous savez, en matière de science, le progrès se fait par le langage. Autrement dit, si je découvre quelque chose de nouveau et que je ne suis pas capable de le formuler dans un langage pour le transférer à mes semblables, eh bien c'est comme si je ne l'avais rien découvert du tout. Par conséquent, il faut savoir que chaque fois que l'on fait une découverte, cette découverte s'accompagne de création de mots ou de précision de mots. Souvent, on prend un mot, comme le mot chimère, qui est un mot ancien, et on le précise, on lui donne un sens plus précis, soit plus particulier, soit plus général. Or là, j'ai choisi d'employer le mot chimère dans le sens le plus général. Le noyau des atomes est également une chimère, puisque la fusion des nucléons donne une entité nouvelle qui est le noyau, et que, par exemple, les nucléons, c'est des neutrons et des protons, qui sont les constituants essentiels des noyaux atomiques. Lorsque on regarde la chimérisation du noyau avec des électrons, on obtient les atomes. Alors là, c'est particulièrement important parce que, d'après la théorie quantique, les électrons sont parfaitement délocalisés. Autrement dit, on ne peut jamais leur assigner une position précise à la fois dans le temps et dans l'espace. On leur assigne une probabilité de présence. Autrement dit, on prend l'image d'un nuage. Mais en fait, c'est un nuage qui est parfaitement délocalisé. Il n'est pas dans le monde local, dans le monde physique local. Et lorsque deux atomes s'unissent pour former une molécule, les chimistes disent qu'il y a hybridation des orbitales, c'est-à-dire qu'il y a fusion des parties délocalisées de chaque atome individuel, et avec mise en commun des nuages que j'évoquais, mais des nuages toujours délocalisés, et vous avez une sorte de gaz d'électrons avec une probabilité de présence de cet électron partout dans ce gaz, mais le gaz est commun à tous les atomes de la molécule. Si vous avez un atome de benzène avec ses 6 atomes, eh bien, il y a autour de ces 6 atomes un gaz qui est complètement délocalisé, tout en restant quand même attaché, si vous voulez, en quelque sorte, comme le placenta est un fœtus. Le fœtus, ce serait l'organisme local, et le placenta, ce serait l'organisme délocal qui se trouve et qui le nourrit, qui participe à sa vie. Dans l'histoire des molécules, jusqu'ici, les chimistes ont pensé à ces chimères délocalisées de noyaux et électrons uniquement au niveau des molécules. Mais ce que je vais vous dire, nous en reparlerons dans une autre conférence, cela va beaucoup plus loin. Parce que nous sommes constitués de molécules. Toutes ces molécules sont en interaction permanente les unes avec les autres, par le canal de réactions chimiques nombreuses. Cela veut donc dire qu'au moins pendant un certain temps, chaque molécule se chimérise avec une autre molécule, et autrement dit, nous avons à l'intérieur de notre corps une sorte de gaz d'électrons délocalisé en permanence. Et ce gaz d'électrons délocalisé en permanence est responsable de certaines propriétés du corps vivant, et notamment des phénomènes qui se trouvent en dehors de la limite du corps physique, dont j'avais déjà parlé l'année dernière. Et il se trouve que j'ai fait une analyse statistique pour savoir quelles étaient les longueurs d'onde associées des phénomènes vibratoires qui étaient engendrés par les corps physiques. Eh bien, c'est une règle statistique, autrement dit, c'est une probabilité. On s'aperçoit que une particule, que ce soit une particule élémentaire, un atome, une molécule, un organe de notre corps tout entier,
est responsable de l'émission d'ondes vibratoires qui ont une longueur d'onde minimum égale à 860 fois le diamètre que la particule, que l'élément occupe dans l'espace. C'est une vérité statistique que chacun peut vérifier en regardant les spectres d'émission de molécules, d'atomes, en prenant la première raie, la raie fondamentale. Elle est à 860 fois en moyenne le diamètre de l'atome. Et on peut l'appliquer à l'étude de ce qui se passe en dehors de notre corps physique, et on s'aperçoit que chacun de nos organes structure l'espace avec une longueur d'onde fondamentale qui est égale à 860 fois de son diamètre. Et ça, nous en reparlerons lorsqu'on parlera des phénomènes, de nouveau, des phénomènes délocalisés dont j'avais déjà parlé l'année dernière autour du corps physique des êtres vivants. Alors revenons maintenant aux êtres vivants au niveau des cellules. Lorsque vous lisez les ouvrages qui vous parlent des origines de la vie et des origines des êtres vivants, on vous dresse de beaux arbres généalogiques qui ressemblent à des arbres, c'est-à-dire une structure hiérarchique, linéaire, avec un tronc et des branches maîtresses, des branches plus petites, des brindilles, et puis chacun des êtres vivants qui seraient les feuilles de cet arbre. Mais ceci, c'est une vision qui n'est plus vraie, parce qu'il faudrait imaginer cet arbre comme étant perpétuellement, les branches étant perpétuellement greffées les unes avec les autres. Voilà l'image qui serait la bonne. Autrement dit, un arbre qui aurait un réseau de branches et non plus des branches avec simplement des bifurcations. Pourquoi cela? Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé il y a environ 1 milliard d'années, à ce moment-là, les êtres, les pré-vivants, n'avaient pas encore inventé l'ADN, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de patrimoine génétique. C'est un peu comme des macromolécules, mais ayant déjà des formes, ayant la possibilité de se reproduire. On sait du reste reproduire le phénomène en laboratoire. Et ces êtres donc n'avaient pas encore inventé des barrières antigéniques pour se protéger, ni même de barrières physiques. Ce qui veut dire qu'ils pouvaient fusionner et vivre les uns dans les autres. Et donc, au démarrage, les êtres vivants ont appris à vivre côte à côte sans se gêner et à vivre les uns dans les autres. Et c'est comme ça que se sont créées les premières cellules. On a dans des roches qui sont datées d'environ 1 milliard d'années, retrouvé ces éléments que l'on a appelés des cocoïdes, c'est des petites sphères qui ont pas plus de 2 ou 3 microns, c'est-à-dire millièmes de millimètre de diamètre. Et ces petites sphères s'agrègent entre elles. Visiblement, il y en a qui sont de nature différente. Quand on les colore, puisque la matière organique est conservée, on s'aperçoit qu'elles ne prennent pas tout à fait les mêmes colorants. Donc il y a des variations de structure organique. Et ces colonies de cocoïdes, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles produisent une membrane pour s'envelopper. Une membrane qui peut être très épaisse. Et ces grosses sphères, ces amas de petites sphères forment des grosses sphères qui peuvent atteindre plusieurs millimètres de diamètre. Et c'est ces sphères qui sont agglomérées pour former certaines roches et qui sont encore visibles et bien conservées. Les plus anciennes ont environ 3,5 milliards d'années. On les a trouvées au Groenland au niveau de l'eau. Donc les roches de 3,5 milliards d'années affleurent à la surface du sol, de la mer plus exactement. Et plus près de nous, par exemple, les roches qui ont 1 milliard d'années, on les trouve en Mauritanie, on les trouve dans l'Afrique. Et les roches intermédiaires, les roches qui ont 2 milliards d'années, on les trouve surtout en Australie et en Afrique du Sud. C'est pour vous dire qu'il n'y a quand même pas énormément de points à la surface de la Terre où ces roches très anciennes sont bien conservées. Car pour étudier des fossiles aussi anciens, il faut être sûr que les roches n'ont pas subi beaucoup trop de remaniements, qu'elles sont restées à la surface, qu'elles n'ont jamais été chauffées en s'enfonçant dans la croûte terrestre, enfin toutes sortes de conditions à réunir. Mais c'est absolument extraordinaire pour un micropaléontologiste que je suis de pouvoir colorer des sucres dans des roches dont on sait qu'ils ont 700 millions d'années, par exemple. Alors, ce mécanisme de vie en commun à l'intérieur d'une coque unique, ce mécanisme, c'est véritablement la constitution d'une chimère, puisque chacun des cocoïdes reste indépendant, mais il forme une colonie, et cette colonie sécrète
une paroi pour se protéger, pour s'entourer collectivement. Et ça, c'est le modèle, le point de départ des êtres qui sont des êtres qu'on appellera précellulaires. Ils ne sont pas encore cellulaires puisqu'ils ne sont pas encore organisés comme ensuite ils s'organiseront. Alors, ils s'organiseront comment? Eh bien, la cellule, aussi bien des végétaux que des animaux actuels, est une organisation extrêmement complexe, mais qui est essentiellement constituée, évidemment, d'une membrane qui l'enveloppe, qui lui donne son individualité, d'un noyau qui contient un patrimoine génétique, et puis de ce que l'on appelle des organites intracellulaires. Certains organites, comme les mitochondries, sont responsables de la vie, si vous voulez, chimique de la cellule, et ces mitochondries, depuis un siècle, on avait déjà émis l'hypothèse que c'était probablement justement des endosymbiotes, c'est-à-dire des chimères venant du temps où les précellules avaient commencé à vivre, les organismes à se mettre en commun pour créer ce qui deviendra ensuite la cellule. Alors dans la cellule, comme peut-on savoir qu'est-ce qui est chimérique ou pas chimérique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de si loin, qui vient de 1 milliard d'années, ou qu'est-ce qui a été construit ultérieurement. Alors là, il y a une règle, je crois, qui est très, très bonne et très précise, c'est que lorsqu'il y a un organique à l'intérieur de la cellule qui a ce que l'on dit une continuité génétique, c'est-à-dire qui contient son propre patrimoine génétique, eh bien, il y a de fortes chances que cet être ait été à l'origine un être indépendant puisqu'il a gardé son patrimoine génétique. Et dans la cellule, on sait qu'il y a des plasmides, c'est-à-dire des petites unités intracellulaires qui ont un patrimoine génétique. Il y a toutes sortes, on a fait l'inventaire d'organites, on en a trouvé à peu près une dizaine, qui sont doués de cette continuité génétique, c'est-à-dire qui sont capables, au sein de la cellule bien sûr, mais de se reproduire indépendamment de la cellule. Quand une cellule va se diviser, toutes les unités douées de continuité génétique se divisent avant la cellule. Elles doublent leur nombre, et ensuite la moitié part avec les 2 cellules filles. Alors au niveau des cellules, encore sous nos yeux se forment des chimères. Je vais vous en donner quelques exemples. Il y a une bactérie qu'on appelle le Bdellovibrio qui a cette propriété de pénétrer dans d'autres bactéries, de se multiplier à l'intérieur de la bactérie hôte sans la tuer, et ensuite de ressortir sans dommage. Elle traverse chaque fois la membrane, et une fois qu'elle s'est bien multipliée, elle ressort de la bactérie qui était son hôte. Là, autrement dit, il y a une chimère temporaire, il y a 2 bactéries, l'une qui vit dans l'autre, et puis qui ensuite se séparent. Autrement dit, la notion de chimérisation, elle est quelquefois très stricte, puisque par exemple, on ne peut pas sortir des mitochondries d'une cellule et les faire se multiplier à l'extérieur de la cellule. Par contre, là, on peut sortir la bactérie de son hôte et on peut la cultiver à part. Autrement dit, il y a des chimères, je dirais, strictes, et puis il y a des chimères lâches, des chimères floues. Vous avez un protozoaire qui est absolument extraordinaire, qui est le Mixotricha paradoxa, une sorte de protozoaire qui vit dans les intestins des termites. Vous savez, les termites, ce sont ces petits organismes, ces petits insectes qui fuient la lumière et qui sont donc pratiquement jamais visibles et qui se nourrissent de bois, essentiellement, de substances végétales. Et ils n'ont pas de sucre digestif capable de digérer la cellulose. C'est des organismes qu'ils ont dans leur intestin qui font cette digestion à leur place. Et parmi ces organismes, il y a ce Mixotriche. Alors ce Mixotriche qui vit dans l'intestin des termites, comme l'on dit son nom, trichos, ça veut dire cheveux en grec, il est tapissé de flagelles qui vibrent et qui lui permettent de se déplacer. Mais lorsqu'on regarde au microscope ce que sont ces flagelles, on s'aperçoit que ce sont des bactéries flagellées qui sont piquées par la tête à intervalles réguliers sur la surface du protozoaire. Autrement dit, là, la symbiose, la chimère, elle est faite, mais chaque être reste indépendant, mais n'a plus de vie libre, jusqu'à la mort du Mixotriche. Vous avez imaginé, par exemple, que nous ayons toute une série de parasites sur le corps. Eh bien, le Mixotriche, c'est des parasites fonctionnels, c'est des parasites qui lui servent à se déplacer et qu'il a en permanence sur la surface du corps. Et à l'intérieur du Mixotriche, il y a également des bactéries, qui sont des bactéries symbiotes et qui se trouvent chacune placée à la base de ces faux flagelles et qui sont probablement responsables de
de l'alimentation énergétique qui permet à ces bactéries flagellées de continuer à vivre et de propulser et de synchroniser, et probablement aussi de synchroniser ces battements de manière à ce que le mixotriche puisse se déplacer. Alors, autre exemple, encore plus proche de nous, vous avez vu certainement ces énormes coquillages qu'on appelle des bénitiers, qui peuvent atteindre 1 mètre de diamètre. Eh bien, le bénitier, c'est comme tous les mollusques, un coquillage qui a des centaines d'yeux à la périphérie de ce qu'on appelle son manteau. Vous savez, cette membrane, quand vous ouvrez une huître, vous avez ce qu'on appelle le manteau, et à la périphérie, vous avez des yeux. Vous ne les voyez pas à l'œil nu, il faut prendre le microscope pour les voir, parce que c'est des yeux unicellulaires. Et quand vous regardez chaque œil, vous voyez que chaque œil est une algue, avec son pigment vert. Mais je dis bien que c'est un œil, parce que cette algue qui est entrée dans l'organisme du mollusque, le mollusque, lui, va fabriquer au-dessus de chacune des algues un petit cristallin réfringent de manière à concentrer la lumière sur l'algue. Autrement dit, vous avez là le mécanisme de formation d'un œil élémentaire cellulaire. Et l'œil sera inventé au moins 9 fois de façon différente pendant toute la durée de la vie. Notre œil, dont nous sommes si fiers, parce que c'est un organe absolument unique et extraordinaire. La plupart de nos sensations passent par l'œil. Nous sommes essentiellement des visuels. Eh bien, notre œil, c'est un tapis d'algues. On peut même préciser qu'il y a 2 catégories d'algues qui ont formé ce tapis, la rétine. Chacune des cellules, que ce soit les bâtonnets ou les cônes, sont flagellées. Il y a toujours un flagelle. Le flagelle est immobile, mais il y a toujours le cil de l'algue élémentaire qui a donné naissance à la rétine. Et, chose extraordinaire, dans les bâtonnets, les flagelles sont intérieurs à la cellule, ils ne sont plus extérieurs. Dans les cônes, ils sont extérieurs à la pointe du cône. Donc là, on peut dire qu'il y a 2 catégories de cellules qui ont formé cette rétine, et que ces 2 cellules proviennent d'algues. Pourquoi? Bien entendu parce qu'elles sont flagellées, et ensuite parce que le pigment, le pourpre rétinien, est un pigment infiniment proche de tout un groupe d'algues rouges qui est encore très répandu à la surface du globe. Et donc on suppose que, bien avant que l'homme existe, lorsque l'œil qui a donné naissance à l'œil des mammifères s'est formé, c'est-à-dire probablement lorsque l'œil des batraciens s'est formé, eh bien il s'est formé par incorporation d'algues qui sont devenues une chimère avec l'organisme hôte qui les a accueillis. Et on peut dire que notre œil est un très bel exemple de chimère, actuellement vivante, entre un être végétal et un être animal. Autre exemple applicable à l'homme, le système nerveux de l'homme, à mon avis, pour les chimères de l'œil, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais pour le système nerveux, c'est moi qui en ai pris cette responsabilité. Le système nerveux, ce sont des champignons d'un petit groupe qu'on appelle les acrasiales. Les acrasiales, ce sont des champignons, vous savez, qui se déplacent. Il y a les myxomycètes et les faux myxomycètes qui se déplacent, c'est-à-dire les cellules n'ont pas de membrane, c'est comme des amibes, et un plasmode d'acrasiale, c'est une succession d'amibes qui ne se touchent pas. Elles ont des pseudopodes, mais comme les synapses de nos cellules nerveuses, qui viennent presque en contact et qui échangent des messagers chimiques qui sont exactement identiques à ceux de notre cerveau, et qui ont les mêmes potentiels électriques d'action. Autrement dit, le système nerveux des mammifères est fort probablement à l'origine une colonie de champignons qui a été incorporée par les organismes et qui est devenue partie intégrante de nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes une chimère, au moins déjà de 3 constituants, nous-mêmes, des algues et des champignons. Et en cherchant bien, on en trouvera beaucoup d'autres. Alors, vous connaissez tous les lichens. Les lichens, c'est un bel exemple de chimère, parce que vous avez un champignon et une algue qui vivent ensemble, et le mélange des deux fait qu'il y a un être qui n'a pas la même morphologie, n'a pas le même aspect que les 2 êtres qui ont donné naissance. Autrement dit, là, c'est bien la démonstration que la chimère fait un nouvel être. Et là, Watson, le prix Nobel, celui qui a inventé la double hélice de l'ADN, a découvert le phénomène qu'il a appelé l'oncogénèse, c'est-à-dire le phénomène de mise en commun du patrimoine génétique. Quand on regarde un lichen,
le noyau de l'algue et le noyau du champignon restent parfaitement indépendants. Les deux noyaux ne se mélangent pas, les deux patrimoines génétiques restent parfaitement indépendants. Par contre, dans notre œil, le noyau des cellules de notre rétine est exactement identique au noyau de nos cellules de la peau, du foie ou du cœur. Ce qui veut dire que là, les patrimoines génétiques de départ ont fusionné et se sont mis en commun. C'est le phénomène de l'oncogénèse. Et alors, le phénomène de l'oncogénèse rend difficile la démonstration qu'il s'agit d'une chimère. Mais il y a toutes les étapes intermédiaires. Il y a notamment ces insectes, le petit groupe des Mycetophilidés, qui ont une partie du thorax qui est un tissu de champignon. Et le patrimoine génétique du champignon, dans les cellules au niveau de l'œuf, est transmis par un globule polaire. Là, il y a encore le stade intermédiaire. Ce n'est pas une oncogénèse complète, mais on décèle dans l'œuf la présence du champignon par un globule polaire. Et ultérieurement, il y a fusion totale. Et ces fusions, on sait les faire maintenant, puisque si à l'aide de méthodes biochimiques, on décape les cellules en enlevant les antigènes qui se trouvent à leur surface, ces cellules ne suscitent plus de réaction du type antigène-anticorps avec leurs voisins, et on est capable de chimériser un lapin, une cellule de lapin avec une cellule humaine ou une cellule de blé. On peut chimériser n'importe quelle cellule nue avec n'importe quelle autre cellule nue. Et il y a un virus qu'on appelle le virus de Sendai qui est absolument extraordinaire parce que lui, il facilite la chimérisation de n'importe quoi avec n'importe quoi. Il suffit de prendre deux cultures cellulaires, de les contaminer avec ce virus, après on peut les mettre ensemble, les cellules fusionnent, il n'y a plus aucune difficulté. C'est comme ça qu'on a fait fusionner des cellules. La première fois, je crois historiquement, c'est les cellules de souris avec des cellules humaines. Et c'est maintenant utilisé pour essayer de faire des cultures de cellules cancéreuses, par exemple, chimérisées avec des cellules saines, de manière à faire produire des substances qui seraient ensuite utilisées pour lutter contre les cellules cancéreuses. Alors vous voyez, ces chimères, ça va très loin parce que l'homme est actuellement capable de réaliser en laboratoire cette chimérisation et de réaliser presque les premières étapes de l'oncogénèse. Alors, il y a la chimérisation sexuelle également. La sexualité, qu'est-ce que c'est? La fusion du spermatozoïde et de l'ovule, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène chimérique qui vient de très loin et qui est commun à tous les êtres vivants ou presque. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, rappelez-vous ce que je vous ai dit, lorsque les cellules n'avaient pas encore imaginé les barrières antigènes-anticorps pour se protéger, il y a probablement des êtres qui quand même s'aimaient un petit peu plus que les autres, donc qui avaient pris l'habitude de vivre ensemble. Comme encore actuellement chez certains champignons, il y a ce qu'on appelle le dicarion, c'est-à-dire lorsque le mâle et la femelle fusionnent, les noyaux ne fusionnent pas, ils vivent ensemble, ils se divisent séparément chacun, et ils ne fusionnent que dans la cellule qui va donner les spores. Autrement dit, là on voit très bien le compagnonnage du mâle et de la femelle, mais qui ne sont pas complètement oncogènes. L'oncogénèse ne se faisant que dans la cellule qui va, finale, l'asque ou la basite, qui va donner les spores. Autrement dit, on peut en supposer que la sexualité, c'est tout simplement un parasitisme qui est devenu oncogène. Et pourquoi un parasitisme? Parce que ce parasitisme, on le décèle dans la présence des chromosomes sexuels, c'est-à-dire XY. Et il y a ce que l'on appelle l'hétérochromatine, c'est-à-dire une partie de la chromatine de ces chromosomes-là qui se colore différemment et qui est en quelque sorte, tout au moins chez certains mammifères, inhibée par la présence du chromosome de sexe opposé. Autrement dit, là, on voit que si la sexualité a une origine symbiotique, eh bien, cette symbiose, on la décèle par les phénomènes d'antagonisme qui existent encore au niveau des chromosomes sexuels dans chacune de nos cellules. Et puis, vous savez que XX et XY déterminent le sexe femelle et mâle chez l'homme, mais chez les oiseaux, c'est l'inverse. Donc, on peut dire que si pour l'homme, c'est probablement le mâle qui était parasite de la femelle à l'origine, pour les oiseaux, c'est l'inverse. Alors comme ça, il n'y a pas de jaloux. Autrement dit, la nature a, comme toujours, réutilisé les mêmes méthodes plusieurs fois, mais avec des variantes. Alors bien entendu, je pourrais faire un petit intermède, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ça a déjà fait l'objet, sans qu'à cette époque-là j'ai utilisé le mot de chimère, d'un exposé l'année dernière, c'est la chimérisation cosmique.
je vous avais dit que chaque fois que vous respirez une inspiration, vous respirez un certain nombre d'atomes d'oxygène qui ont déjà été respirés par le dernier soupir de César. Donc, vous vous en souvenez? Bon. Autrement dit, s'il y a dans chaque atome des parties délocalisées, ça veut dire que nous chimérisons à chaque inspiration une partie des atomes de César. Autrement dit, nous sommes capables, par le canal de ce gaz d'électrons délocalisé, de communiquer avec César. Une communication peut-être un peu faible, parce que César c'est un peu loin, mais enfin, il y a quand même une communication. Alors maintenant, je vais vous dire la chimérisation au niveau social, ce que c'est. La chimérisation au niveau social, eh bien, c'est évidemment une méthode de communication et de mise en commun qui est éminemment délocalisée et détemporalisée. Parce que lorsque nous chantons la Marseillaise, par exemple, ça veut dire que nous chimérisons avec tous ceux du passé qui l'ont chanté. Lorsque nous lisons un texte, ça veut dire que nos pensées forment des chimères avec les pensées de celui qui a écrit le texte. Autrement dit, c'est par le chant, par la danse, par la parole, par l'image, par tous les phénomènes sociaux engendrés par l'homme, plus ou moins ritualisés, que se fait une sorte de tissu social qui est une chimère gigantesque, mais une chimère qui est hors du temps. Et c'est du reste cela qui assure la stabilité d'une société. C'est parce que nous ne pouvons pas couper les pédoncules qui nous relient au passé, puisqu'ils sont délocalisés, on ne peut jamais les couper. Donc nous avons une chimère hors du temps, pas hors de l'espace, puisque en général on reste sur Terre jusqu'ici. Il y en a peu qui sont partis de leur vivant, qui sont partis de la surface de la Terre. Donc par conséquent, là nous avons une image d'une chimère qui n'est pas délocalisée, mais qui est déjà plus ou moins détemporalisée. Et pourquoi, par exemple, l'homme fait-il des sépultures? C'est parce que depuis que l'homme est homme, il a probablement eu l'intuition de cette chimère avec le passé. Et il a toujours voulu, avant d'avoir inventé toutes sortes d'autres techniques, il a voulu perpétuer la chimérisation avec ses ancêtres avec la sépulture. Autre méthode de chimérisation, c'est l'éducation. La chimérisation de l'esprit des enfants avec l'esprit des adultes se fait par le canal de l'éducation, et le canal de l'éducation, ça se fait par le canal des morts et des vivants. Parce que combien de livres lisez-vous qui ont été écrits par des êtres qui sont plus actuellement vivants? Donc l'éducation, là également, c'est une chimérisation partiellement détemporalisée, partiellement hors du temps. Alors il y a les chimérisations techniques. Lorsque nous construisons une automobile, eh bien nous faisons une belle chimère. Nous prenons, si vous voulez, un châssis, à l'origine, historiquement, qui ressemblait à un carrosse, avec les roues d'un carrosse, et puis on a mis un moteur dessus, puis une direction. Et puis comme ça, on a fait des chimérisations. Chaque fois, on a ajouté des éléments qui, individuellement, étaient indépendants. Les roues, on les trouve bien sur bien d'autres choses que sur les automobiles. Mais l'homme, dans toutes ses créations, a reproduit le même mécanisme de l'évolution, qui est le mécanisme de la chimérisation. En parallèle, bien entendu, avec les chimérismes de la complexification, bien entendu. Là, aujourd'hui, je vous parle essentiellement des chimères, mais n'oubliez jamais qu'il y a toujours l'autre mécanisme, qui est le mécanisme linéaire et branchu de la diversification de tout ce qui est vivant. Lorsque nous faisons une transfusion sanguine, eh bien nous faisons une chimère, puisqu'on fait vivre à l'intérieur de notre corps, comme dans les greffes d'organes, des organes, des cellules qui viennent d'un autre corps. Donc nous avons bien là un exemple d'une chimère. Lorsque nous faisons, lorsqu'un électronicien construit des circuits intégrés, ce qu'on appelle, vous savez, ces petites puces qui ont des fonctions multiples, qui sont vraiment des chimères, puisque à l'origine, bien, on a chimérisé des circuits avec quelques transistors, puis ensuite on a fait des choses beaucoup plus intégrées, mais chaque fois on a chimérisé ensemble des procédés techniques qui étaient à l'origine complètement séparés.
Et on en a fait des êtres complexes qui sont doués d'une certaine autonomie, puisque la même petite puce peut être utilisée, elle a un certain nombre de fonctions, elle peut être utilisée aussi bien pour l'injection d'un moteur automobile que dans un calculateur, par exemple. Elles peuvent être chimérisées dans toutes sortes d'êtres techniques différents. Je pourrais même vous dire qu'actuellement, du fait à la fois des chimérisations techniques et puis des chimérisations psychiques dont je vais vous parler tout à l'heure, il n'y a plus de conversation privée possible. Dès que j'ai parlé aujourd'hui devant vous, bien entendu, vous pouvez chimériser avec les cassettes ou avec la vidéo ultérieurement. Vous allez en parler entre vous, je suppose, de certains aspects de ce que nous avons dit ensemble. Et donc, les chimères se mettent en route et vous avez instantanément, avec une rapidité qui est tout à fait étonnante, une diffusion de l'information en même temps que la transformation de cette information. Le monde n'est plus tout à fait le même quand vous avez émis une idée nouvelle. Et c'est tout l'ensemble du monde qui en est modifié. Évidemment, la modification est des fois minuscule, mais enfin, nous ne sommes que 1 sur 4 milliards, chacun de nous, mais quand même, c'est grâce à ces chimères idéales, que le monde bouge. Alors, les chimérisations... Et l'idée première, alors, c'est quoi ? La chimère première ? La chimère première, alors là nous allons la voir dans la chimérisation psychique. Dans la chimérisation psychique, je prendrai deux exemples. La sympathie, ou l'antipathie, qui est la même chose, et puis la contagion mentale. Si ce que je vous ai dit ce soir vous plaît, vous intrigue, vous choque, vous allez en parler autour de vous, et donc le mot chimère, qui aura plus tout à fait le même sens pour vous qu'avant d'être entré dans cette salle, va par contagion, peut-être, je l'espère tout au moins, va donc se chimériser avec plus en plus de personnes, et cette idée va par contagion transformer chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle la contagion mentale. Cette contagion mentale se fait que s'il y a sympathie ou antipathie. C'est parce que s'il y a neutralité, bien, il ne se passe rien. Mais c'est parce qu'il y a sympathie avec le concept de chimère ou avec le conférencier, ou antipathie, que le phénomène se produira. Donc les chimérisations psychiques sont essentiellement des chimérisations à base de sympathie ou d'antipathie. On a créé un mot unique pour synthétiser les mots. Les deux, c'est le mot empathie. Alors, essentiellement, cette chimérisation se fait par le canal du langage. Lorsque j'écris un texte, je projette dans ce texte un certain nombre d'idées. Lorsque vous lisez ce texte, vous en retirez des idées qui ne sont pas tout à fait les miennes. Hein, parce que chaque fois, il y a une petite part d'énigme. Autrement dit, si je vous dis quelque chose, je suis à peu près sûr que vous ne comprendrez pas exactement ce que j'ai voulu dire. C'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est du reste pour cela que le langage et les pensées évoluent. Parce que si vous aviez compris exactement ce que je vous avais dit, eh bien, on se séparait, vous diriez comme le grand Charles, je vous ai compris, puis c'est fini, vous n'iriez pas plus loin. C'est parce que personne n'avait compris ce qu'il avait compris que les choses ont bougé. Sinon, si on se comprend, c'est la mort du petit cheval, dirais-je, je ne sais plus qui. Alors, lorsque nous écoutons un orchestre jouer du Beethoven, par exemple, alors c'est une chimérisation à trois pôles, là. Vous avez la chimère qui commence par, évidemment, l'écriture de Beethoven, la musique de Beethoven, qui est interprétée par un orchestre qui chimérise avec la partition, et puis des auditeurs qui chimérisent avec l'orchestre et la partition. Autrement dit, là, vous avez une chimère à trois composantes. Et quand vous écoutez une symphonie de Beethoven exécutée par des orchestres il y a un siècle ou maintenant, vous voyez des très grandes différences, et on n'est jamais sûr que, comme pour un texte, qu'on interprète Beethoven comme Beethoven l'interprétait, quand on est même sûr que c'est pas vrai, on l'interprète différemment de ce que Beethoven avait mis dans sa partition. Donc là aussi, si vous voulez, la musique est une méthode de chimérisation avec le passé extraordinairement efficace. Encore plus efficace que le langage, parce que la musique est beaucoup plus universelle, on n'a pas besoin de la traduire. Il y a quand même une certaine traduction qui est l'exécution par des instruments. Quand on transpose un instrument dans un autre, parce que certains instruments n'existent plus,
L'olifant n'existe plus, il y a pas mal, la lyre n'existe plus. On peut en construire, mais on ne sait pas si on construira une lyre qui aura les mêmes caractéristiques que celle qui était utilisée jadis. Donc là aussi, il y a une trahison avec les instruments. Mais même avec cette imperfection, la musique est une méthode saisissante de chimérisation avec le passé. Vous avez l'éducation, je l'évoquais tout à l'heure, qui est également une chimérisation avec le passé. Et si dans toutes les églises il y a le rite de relire des textes sacrés, des textes fondamentaux, c'est bien pour chaque fois reconstituer la permanence de cette chimère, en remontant aux sources. Et là, je réponds à votre question. La source, par exemple, dans une église, la source, c'est le texte fondamental de l'église, et qui est chimérisé, rechimérisé de façon perpétuelle, de manière à maintenir l'unité de ce corps social. On posera les questions après, si vous voulez, à cause de l'enregistrement. Alors, les chimérisations idéales, les plus belles, ce sont celles qui sont induites par les mythes. Les mythes se traduisent sous forme soit de concepts, soit de contes, soit de fresques, enfin toutes sortes de méthodes de transmission de ces mythes. Mais ces mythes sont l'expression d'un imaginaire collectif au moment où le mythe a été conçu et transcrit. Et là également, le pouvoir du mythe, le pouvoir absolument extraordinaire du mythe, c'est de passer à travers les siècles, à travers les civilisations, sans changer, ou en changeant, mais pas de manière fondamentale. Et à travers l'histoire de Cendrillon, nous pouvons toujours chimériser avec le même état d'esprit des amoureux d'il y a plusieurs millénaires. Nous retrouvons toujours la chimérisation avec ce type de situation. Et les mythes sont si vous voulez, des organes qui assurent la pérennité de certains types de chimères. Alors, dans ces méthodes de chimérisation idéales, il y a également les tarots, il y a l'astrologie, il y a les éléments alchimiques, il y a des symboles, tous les symboles sont des méthodes de chimérisation qui permettent d'assurer une permanence entre les conceptualisations du passé et les conceptualisations actuelles. Et à la limite, une langue, c'est un mécanisme de profonde chimérisation pour tous les gens qui parlent la même langue. La création, la créativité. La créativité, qu'est-ce que c'est? La créativité, a comme point de départ toujours une chimérisation avec l'imaginaire. Parce que si nous ne chimérisons qu'avec le réel qui nous entoure, eh bien, nous ne créons pas. Nous faisons évoluer quand même, mais nous ne créons pas, c'est-à-dire nous ne faisons pas un pas en avant. Le propre de la chimère, c'est de partir, par exemple, d'une algue et puis de cellule animale et de faire un œil. C'est une création fantastique. Eh bien, une création en mathématiques, une création en physique, une création dans n'importe quel cas, c'est la même chose. Il faut une partie imaginaire que l'on chimérise avec une partie réelle. Et c'est là où la notion d'imaginaire en poésie, la notion d'imaginaire en psychologie, rejoint la notion d'imaginaire en mathématiques. Autrement dit, quand on fait un calcul en mathématiques et qu'on utilise ce qu'on appelle les imaginaires, on chimérise une partie du calcul avec quelque chose qui est délocalisé, qui est irréel, et ensuite pour revenir au réel. Et c'est ça la méthode féconde de la créativité. Si vous avez assisté, certains d'entre vous, à ce que j'avais dit l'année dernière au sujet de l'ailleurs, qui est chimérisé avec le réel par le canal de ce que j'ai appelé les anastrophes, dans la théorie mathématique des catastrophes, eh bien là vous avez une expression de la chimérisation permanente entre le réel et l'imaginaire. Et ceci explique la pluralité de la même découverte dans plusieurs endroits de la Terre au même moment. C'est un phénomène bien connu. Par exemple, l'invention des lasers s'est faite à quelques mois près en Union soviétique et aux États-Unis sans qu'il y ait eu, on le sait, d'intercommunication entre les deux équipes.
Elle s'est faite du reste techniquement différemment, donc on est sûr qu'ils ne se sont pas copiés. Et il y a énormément d'exemples comme cela. On disait que c'était jusqu'ici parce que les idées étaient mûres et que donc l'invention de toute façon devait se faire. Ben, c'est pas vrai, parce que dans le cas des lasers, les idées étaient mûres depuis 1935. On avait la technique et on avait la théorie faite par Einstein qui permettait de faire un laser. Or, le laser, il n'a pas été fait en 1935. Donc, si vous voulez, l'hypothèse qui disait que les découvertes multiples, la même découverte en différents endroits au même moment, vient d'autre chose que de la chimérisation, je ne crois pas que ce soit vrai. C'est bien la chimérisation qui est responsable. Parce qu'à partir du moment où, si vous voulez, on a conceptualisé quelque chose, il y a une partie de ce concept qui est dans l'ailleurs, donc qui est délocalisée, donc qui est perçue par ceux qui ont accès également, comme nous tous, à cet ailleurs. Donc il suffit d'être bien branché, d'avoir un poste radio bien accordé, et en général quand on est un chercheur, eh bien, on cherche et puis on a envie de trouver, donc on est bien accordé sur la même longueur d'onde quand on cherche la même chose, et finalement à partir du moment où quelqu'un l'a trouvé, eh bien on peut être sûr que la même chose est trouvée à plusieurs endroits sans aucune communication verbale ou écrite, simplement par une chimérisation psychique, par le canal de l'imaginaire. Alors ces chimérisations virtuelles, imaginaires, on les retrouve dans ce que l'on a appelé la réincarnation. Autrement dit, lorsque quelqu'un qui a un profil mental qui est très analogue au nôtre, que cette personne soit vivante ou morte, eh bien par le canal de l'ailleurs, par le canal délocalisé, du délocal, nous pouvons chimériser avec elle, et nous chimériserons de façon préférentielle. Parce que de la même façon que certaines molécules, par affinité, s'unissent de préférence à d'autres molécules chimiques, de la même manière, les idées attirent les idées qui sont analogues. Donc par conséquent, s'il y a quelqu'un à la surface du globe qui a jadis vécu et qui a un fonctionnement mental qui est par exemple analogue au mien, il est sûr que j'ai une chimère préférentielle avec lui. Et nous-mêmes, êtres vivants, nous sommes une chimère, je dirais, avec notre esprit qui organise la matière, mais la matière nous traverse en permanence, puisqu'au bout de 20 ans, il n'y a pas 1% de la matière organique, physique, constituant notre corps qui subsiste. Donc, au cours de notre vie, nous chimérisons de multiples fois. Vous voulez, nous réincarnons en permanence. Le mot réincarner est assez mauvais parce qu'il est trop anthropocentrique. Il a introduit la notion de chair. En fait, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est permanent, c'est l'esprit, c'est pas la chair. Donc, par conséquent, ces chimérisations préférentielles, à mon avis, c'est ce que l'on a appelé les réincarnations. Alors, une réincarnation peut être vécue de façon très harmonieuse. Si je trouve par exemple que je suis un sosie de Claude Bernard, ben ça sera plutôt agréable, puisque je fais de la recherche comme lui, donc je serai content. Mais il y a des chimérisations qui sont vécues de façon très très mal vécue par l'individu. Et alors ça devient ce qu'on appelle un cas de possession. C'est-à-dire que si nous chimérisons avec un être que nous rejetons par ailleurs, parce qu'il n'a pas le même fonctionnement que nous, eh bien nous nous sentons comme habités par un esprit étranger. Et c'est ça, je pense, l'explication de la possession. Parce que la possession, c'est une réalité, elle n'est pas niée par les psychiatres et les psychologues, elle n'était pas jusqu'ici, on n'avait pas trouvé de mécanisme explicatif. Mais si on admet qu'il y a des chimères psychiques délocalisées, et que nous chimérisons en permanence, et qu'il y a des chimères préférentielles, bien sûr, parce qu'il y a un certain attrait, je dirais, bien que nous ne puissions pas expliquer cela en termes localisés, enfin nous constatons que c'est comme ça. Il arrive que certaines personnes rencontrent quelqu'un qui lui ressemble comme un frère, à la fois sur le plan psychique et sur le plan physique. Donc par conséquent, il y a bien si vous voulez, des affinités fantastiques mais harmonieuses. Et puis il y a des affinités partiellement harmonieuses et dont toute une partie est rejetée violemment. Et à ce moment-là,
ça se traduit par les phénomènes de rejet, se traduisent par les phénomènes du vécu terrible de certaines possessions. Et puis alors l'envoûtement, qui est une chimère de même type, mais alors volontaire, de la part de celui qui veut chimériser avec l'autre, et qui le veut dans une intention en général pas tout à fait agréable. Donc entre la possession et l'envoûtement, si vous voulez, il n'y a pas de différence. C'est également deux chimères qui sont vécues de façon très traumatisante par celui qui est chimérisé, mais dans un cas, si vous voulez, c'est involontaire, et dans l'autre cas, c'est volontaire. Alors vous avez des chimérisations qui sont nombreuses. On peut interpréter énormément de pathologies de façon chimérique. Par exemple, les maladies auto-immunes, c'est-à-dire le catoblépas, c'est-à-dire l'animal qui se dévore lui-même. Vous savez, ces maladies où vous avez l'être humain détruit certains de ses tissus. On appelle ça des maladies auto-immunes parce qu'il y a une destruction de l'immunité naturelle et vous avez par exemple des globules blancs qui se mettent à manger vos globules rouges ou d'autres globules blancs. Donc finalement vous avez une anémie et puis finalement vous en mourrez parce que c'est le propre d'un organisme, c'est ne jamais s'attaquer à lui-même. Il attaque les corps étrangers mais pas lui-même. Alors ce type de maladie, si vous voulez, ça veut dire tout simplement qu'il y a des cellules de votre corps qui ont envie de se chimériser avec d'autres, de votre propre corps, mais d'une façon différente de la façon dont ça s'est fait dans la nature. Et à ce moment-là, la chimère, elle n'est pas viable. Et vous avez une autodestruction de certains tissus de votre corps. Vous avez certaines psychopathies qui sont de cette nature. Lorsque vous avez un délire hallucinatoire, par exemple, ça veut dire que vous avez une visualisation de votre propre chimère. Vous voyez, vous projetez dans une forme la chimère que votre organisme perçoit. C'est une sorte de matérialisation visuelle de votre chimère. Lorsque vous faites des cauchemars, à mon avis, c'est des chimères au sein du rêve et des chimères vécues comme la possession d'une façon désagréable. Et vous remarquerez que les cauchemars, en général, vous les avez que lorsque vous avez, en général, une mauvaise digestion, ou que vous avez eu un traumatisme psychique qui, donc, est vécu de façon dure par l'organisme. Autrement dit, les cauchemars, ce serait le mécanisme de possession à l'intérieur du rêve. Alors, je vais vous citer deux citations d'un Anglais qui s'appelle Lewis Thomas, qui a écrit un livre que je vous recommande parce qu'il est remarquable, il s'appelle Le bal des cellules en français, et c'est l'explication des chimères biologiques, pas psychiques mais biologiques. Alors, Lewis Thomas a écrit que la maladie est en quelque sorte une hallucination paranoïaque qui révèle notre besoin d'adversaire. Autrement dit, vous avez remarqué que dans le discours politique, par exemple, on a toujours besoin d'un adversaire. Dans la vie de tous les jours aussi, on a besoin d'un adversaire. Et chaque cellule de notre corps, elle a des adversaires. Mais alors, il y a des adversaires, si vous voulez, il y a des règles du jeu, bon, à condition de ne pas se donner de gifle, de ne pas se taper trop fort, on accepte l'adversaire, on le tient à distance et tout va très bien. Eh bien, l'adversaire de certaines cellules de notre corps, c'est, mettons, des bactéries. Mais les bactéries, nous chimérisons avec énormément de bactéries, nous avons des colibacilles en permanence, par exemple, dans notre corps. Et puis tout d'un coup, eh bien, il y a ce phénomène, un délire hallucinatoire qui fait qu'on prend en grippe son adversaire. Et à ce moment-là, il y a la bataille. Et c'est pour ça que tout d'un coup, les colibacilles se réveillent et deviennent agressifs. En fait, c'est nous qui les agressons, probablement. Il y a cette agressivité contre des chimères naturelles. Il y a eu un grand mythe qui est le mythe de l'asepsie. On a conçu l'être vivant comme étant un être aseptique, c'est-à-dire n'ayant rien d'autre que ses propres cellules en lui-même. Or, on sait que ce n'est pas vrai du tout. D'abord, dans tout notre tube digestif, nous avons énormément de bactéries, de protozoaires, nous avons beaucoup de choses. Et à l'intérieur de nos cellules, certaines bactéries passent très facilement et ne font pas de dégâts.
On les retrouve jusque dans le liquide céphalorachidien, dans la moelle épinière. Mais quelquefois, ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts probablement lorsque nous leur déclarons la guerre, parce que c'est pas des colibacilles, c'est des êtres gentils, ils ne sont pas très, très agressifs. Voilà l'interprétation de Louis Thomas, et je serais assez tenté de dire qu'il y a une grande part de vérité. Alors, il dit, toujours dans le même livre, en fait, la maladie résulte en général de négociations symbiotiques qui n'ont pas abouti. Autrement dit, avant de se déclarer la guerre, on négocie. Eh bien, on négocie, c'est les sécrétions de métabolites qui font qu'on tient à distance. Puis, tout d'un coup, on le sécrète un peu trop, alors le microbe s'adapte et réagit, et devient agressif pour détruire ces métabolites. Alors, nous avons exactement les mêmes mécanismes dans ce qui précède les déclarations de guerre. Alors, on négocie d'abord, puis ensuite, on déclare la guerre. Alors, il continue d'un franchissement de la ligne de non-belligérance par un des partenaires d'une manière, résultant d'une mauvaise interprétation biologique des frontières. Je trouve cette phrase merveilleuse parce qu'elle transpose nos conflits à l'échelle planétaire comme étant la copie des conflits à l'échelle cellulaire. Alors, je pense que maintenant vous avez vu pourquoi j'ai employé le mot chimère et j'en ai étendu le sens, parce que je pense que ce mécanisme de chimérisation que l'on retrouve à toutes les étapes de complexification de la matière est de nature à nous permettre de mieux comprendre les mécanismes quand on change de discipline. Jusqu'ici, il y a quand même quelques physiciens qui s'étaient intéressés à la psychologie, mais il y en a fort peu qui ont à la fois pensé qu'il pouvait y avoir un langage commun pour exprimer ce qui se passait au niveau du monde des particules et puis au niveau du monde des cellules et du monde des idées. Or, en fait, puisqu'il y a une profonde unité dans la vie, et c'est une unité du reste qui est reconnue par les physico-chimistes, dont les mêmes mécanismes existent dans toutes les cellules, on retrouve les mêmes métabolites, plus ou moins compliqués, mais on retrouve des éléments qui sont absolument fondamentaux partout. Eh bien, pourquoi il y a cette unité? Tout simplement parce qu'il y a ce mécanisme de chimérisation permanente à tous les niveaux de complexité de la vie, qui fait que quand un morceau de la chimère s'écarte de l'ensemble, eh bien, automatiquement, il est rappelé à l'ordre. Soit qu'il est réincorporé dans la chimère, soit qu'on lui déclare la guerre et qu'on l'élimine. Alors, je pense que les mécanismes de chimérisation sont de nature à nous faire comprendre beaucoup plus facilement ces mécanismes fondamentaux qui existent à tous les niveaux de complexité de l'univers. Alors maintenant, je vais vous donner la parole, parce que je suppose que vous avez des questions à me poser, et peut-être ai-je omis certains aspects des chimères, et que vous allez me rappeler que j'ai mal chimérisé dans certains secteurs de nos connaissances. Alors je vous donne la parole. Vous vouliez poser des questions? Vous aviez parlé tout à l'heure de chimérisation par le langage. Oui. Alors vous avez... Concevez-vous oui. Une chimérisation dans le langage muet? Ah oui. Le langage, pour moi, n'est pas limité à la parole ou à l'écriture. Vous avez le langage gestuel, vous avez le langage, je dirais, du regard, vous avez toutes sortes de langages. Hein. Le langage, c'est des transmissions d'informations par n'importe quel moyen. Vous avez le langage des odeurs, vous avez le langage des couleurs, vous avez toutes sortes de langages. Alors, ces langages, tous se chimérisent. Quand ceux qui ont assisté à mon exposé sur le langage, les origines du langage, je vous avais indiqué que dans chaque concept que nous créons aujourd'hui, nous projetons inconsciemment les concepts de base, les archétypes qui sont communs à toute l'humanité à l'origine. Et donc là, c'est vraiment, on saisit une chimérisation avec le passé, mais avec un passé délocalisé. Puisque les archétypes, ils sont éternels. Une fois qu'ils ont été émis, ils ne bougent plus. Mais ils chimérisent avec tous les concepts qui sont en harmonie avec eux. Alors, lorsque vous créez une figure de danse nouvelle, la danse c'est un langage. Chaque fois que vous créez une figure de danse nouvelle, c'est pour enrichir la chimérisation d'un aspect nouveau. Et la danse, c'est typiquement une danse à deux, par exemple, ou une danse en groupe, c'est typiquement une chimérisation
qu'on ne peut pas assimiler à un autre mode de chimérisation. Lorsqu'on crée un mot composé, quand on passe de bikini à monokini par exemple, eh ben on fait une chimérisation qui n'a rien à voir avec l'atoll du Pacifique. Vous avez toutes sortes comme ça de chimérisation tout à fait inattendues. Création finalement. Et c'est ça qui est créatif, vous voyez. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'était une chimérisation avec l'imaginaire. Et pour compléter, la télépathie rentrerait aussi dans ce phénomène? Oui, la télépathie, si vous voulez, c'est une chimérisation temporaire pendant le temps que dure la télépathie, par le canal de l'ailleurs, par le canal du délocalisé. Mais alors, cette télépathie, il faut bien le préciser, elle se fait, et se faisant par le canal délocalisé, elle est aussi facile avec le passé, le présent et le futur. Donc ça explique les phénomènes de prémonition ou de vision de scènes du passé. Puisque c'est délocalisé, le passé, le présent et le futur, dans un espace à plus de 4 dimensions, sont simultanément présents. Donc c'est une propriété, si vous voulez, des êtres vivants, probablement de ne pouvoir se promener dans l'espace à 4 dimensions que dans une direction. À moins qu'ils se trompent et que simplement ils aient occulté l'autre direction. Que pensez-vous de la faculté de certaines personnes de voyager? Ah bah ça, moi j'ai cette faculté, c'est très facile, c'est une chimérisation par le canal de l'ailleurs, dans l'espace et dans le temps, là. C'est la possibilité pour certaines personnes d'emprunter des voies par le canal de l'ailleurs. Et c'est un don particulier à certaines personnes. Toutes les personnes l'ont. Tout le monde l'a. Seulement, comme toute chose, si vous voulez, on l'a plus ou moins développé, et on l'a, dans la vie, on l'a ou on ne l'a pas développé. C'est ça. C'est ça. Parce que certaines personnes, dès qu'il se manifeste un phénomène de cette nature, la première fois, elles le rejettent, elles ont peur. À ce moment-là, ça bloque, et puis ça ne va pas plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est votre discours phénoménologique sur la chimère. Parfois des concepts de chimère assez intéressants, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est, à votre avis, et votre théorie, le support intentionnel de la chimère première. Ce qui fait qu'il y ait une chimère à l'origine. Ah, alors là c'est... Non pas sur le comment, parce que oui. le déroulement des processus Oui. est la vie. Alors pourquoi en somme il existe quelque chose et au lieu de ne rien exister du tout? C'est le problème fondamental, parce qu'avant de se poser le problème de savoir comment ça a commencé, il faut se demander mais pourquoi y a-t-il eu quelque chose? Non, parce que là, c'est une sorte de mallette dans lequel on puise. Le mot chimère, c'est un mot commode, à bâtir une fiction explicative du monde, Oui. qui date de la biologie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui est en contradiction avec, je ne sais pas, une explication athéiste, une explication globalisante du monde tel que l'ont pensé les philosophes depuis Platon. Oui. Mais ça me répond aucunement à la question, par le comment on peut faire pas mal de comment dans un conflit entre les signifiés et les signifiants, entre les signifiés entre eux. C'est sûr. C'est sûr. Mais je crois que la question que vous posez, qui est absolument fondamentale, aucun être humain n'y a encore répondu. La chimère, si vous voulez, c'est un outil explicatif. Ça n'est pas autre chose. C'est un concept plus général que la plupart des concepts que l'on avait jusqu'ici, donc qui permet d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Mais pourquoi ce mécanisme existe-t-il? Personne n'en sait rien. Et pourquoi est-ce qu'il est dans l'évolution? Pourquoi est-ce lent? Oui. Ah, c'est lent parce que nous avons une certaine durée de vie par rapport à notre temps propre à nous. C'est encore plus lent pour une bactérie, parce que la bactérie, toutes les 20 minutes, elle se divise. Donc, si vous voulez, la vie, nous avons, mettons, 75 ans d'espérance de vie. Une bactérie, elle a 20 minutes. Donc, vous voyez, le temps... Elle se régénère plus rapidement que nous. Oui, elle a donc un temps qui s'écoule beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez, c'est encore plus long pour elle. L'évolution est encore plus lente pour elle, puisqu'elle a un temps plus rapide. Et pourquoi? Alors là, je crois que là encore, c'est une projection de notre structure mentale.
on dit toujours que l'homme est à mi-chemin entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Bon. Je crois que c'est simplement parce que notre outil intellectuel est tel qu'il progresse dans les deux sens, dans le temps et dans l'espace, et qu'il se trouve toujours à peu près à la même distance de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, parce c'est une propriété de sa structure mentale, c'est tout. Alors je crois que là, on dit que c'est lent. C'est lent parce que notre durée de vie à nous, elle est de 75 ans, mais la durée de vie d'un atome, ça peut être très court pour certains qui se désintègrent très vite. Pour le proton, on en est à se demander s'il est éternel ou pas. Donc vous voyez, ça dépend du morceau d'univers qui se pose la question. L'évolution d'une nébuleuse, d'un amas d'étoiles ou d'une étoile, c'est un phénomène qui nous paraît extraordinairement lent par rapport à l'évolution de la Terre. Je crois que là, nous avons comme mesure, nous avons que notre temps à nous, mais le temps est très différent suivant les structures considérées. Et puis le temps est différent dans les différents morceaux de l'espace, puisque le temps est lié à la matière. Il n'y a pas de temps sans matière, et la matière ralentit le temps. Plus une étoile est dense, plus le temps se ralentit. Donc le temps n'a pas la même valeur, même en dehors des êtres vivants, n'a pas la même valeur suivant les parties de l'espace. Alors dire que les choses sont lentes ou pas lentes, c'est purement anthropocentrique, je crois. On n'est pas capable d'avoir une appréciation. Je voudrais revenir sur un point, c'est à propos des mythes. Vous avez parlé des mythes qui traversaient les époques et les âges sans changer. Je crois que c'est en partie erroné. Par exemple, si on considère l'exemple du mythe des jumeaux, ou donc une quête initiatique qui se passe avec deux frères, on trouve dans les versions les plus anciennes le partage par exemple de la femme, récompense du mythe qui aboutit plus tard à la notion de mariage avec la princesse. Le partage de la femme se fait donc équitablement entre les deux frères. Par la suite, dès le début du Moyen-Âge, c'est simplement le frère aîné, en héritant d'une espèce de tradition sociale du droit d'aînesse, qui va s'approprier la femme au détriment de son frère cadet. Donc il y a une évolution qui va dans le sens de ce que vous appelez la chimérisation, qui est une création. On imaginerait mal une structure figée. Ah oui, non, le mythe, si vous voulez, c'est l'archétype du mythe qui est permanent. Et cet archétype génère des modèles qui varient suivant les époques. Mais ils ont toujours un point de départ commun. Et là, si vous voulez, ce que vous indiquez, c'est des lois sociales, ça n'est plus le mythe. Le mythe, il est intériorisé, il n'est plus explicite dans les lois sociales. Mais comme point de départ, on le retrouvera toujours, mais complètement modifié. Vous avez montré tout à l'heure comment à partir de points de départ différents, on peut arriver à la jeunesse d'un même appareil, par exemple l'œil. Peut-on, en suivant le même raisonnement, aboutir à une direction d'évolution prévisible? Une direction d'évolution. Ah, pour savoir comment sont les êtres vivants dans le futur. Je vous signale, il y a un bel ouvrage qui vient de paraître là-dessus, où un biologiste, s'est imaginé à créer les animaux du futur. C'est remarquable au point de vue dessin, je vous dirais. Et puis c'est vraiment de l'imaginaire fécond, ça nous pose toutes sortes de... Ah, c'est très beau, je vous le conseille. Je ne me souviens plus le nom de l'auteur, mais enfin vous le trouverez facilement. C'est tout récent, c'est paru il y a 2 ou 3 mois. Alors là, c'est la réponse à votre question. Un biologiste, s'est penché sur l'extrapolation de ce qu'il a vu dans le passé en le projetant dans le futur, en se demandant par exemple comment un lapin pourrait devenir un rhinocéros, et s'il devenait rhinocéros, à quoi il ressemblerait. Alors, on peut faire cette extrapolation, mais si vous voulez, pour revenir au fait que nous sommes obligés de considérer que l'espace a plus de 4 dimensions pour pouvoir être décrit. Ça veut donc dire que le passé, le présent et le futur dans notre espace à 4 dimensions sont simultanés, comme l'a dit Einstein, quand on ajoute une dimension. Et enfin, tous les mathématiciens l'ont dit avant, mais Einstein est le premier à avoir insisté là-dessus. Il dit le monde est, il n'est pas... Alors nous pouvons le parcourir de différentes façons. C'est là où réside un certain degré de liberté. Autrement dit, à partir de l'instant présent, on peut imaginer une évolution du chien, de l'homme, de la carotte. Mais il y a plusieurs devenirs possibles. Vous voyez ? Et ce devenir possible, c'est toujours
un équilibre qui se fait entre ce qui se passe à l'intérieur de l'être qui évolue et son environnement. Autrement dit, si l'homme, par exemple, va s'établir sur une autre planète, ce qui est techniquement fort possible dans un proche futur, il sera dans un environnement totalement différent. Et à ce moment-là, ça peut être la source d'une évolution totalement imprévisible à partir de l'environnement terrestre. On sait par exemple que le fait de vivre en état d'apesanteur déjà pendant 6 mois, ça vous change un certain nombre, d'abord ça vous change la taille, on grandit de 10 cm, ça vous change le métabolisme, il y a certaines fonctions qui ne sont plus assurées parce qu'elles n'ont plus besoin d'être dans l'espace, puisqu'on est en état d'apesanteur, et alors le retour au sol, c'est ça qui est difficile, parce qu'il faut se réadapter. Et alors on attend avec intérêt l'expérience quand on aura fait naître un bébé dans l'espace. Parce que lui, il sera né dans un environnement qui sera plus terrestre. Et alors là, ce sera très intéressant parce que ça nous donnera peut-être une idée de l'évolution possible de l'homme s'il n'est plus sur Terre. Parce que tant qu'il est sur Terre, on peut faire des extrapolations, on peut faire des scénarios différents. Si on pollue trop la planète, on peut imaginer un certain nombre de choses. Si au contraire, si on est plus sage, on en imagine d'autres. Enfin, ça ne va pas très très loin pour l'être humain. Alors on peut faire des belles extrapolations sur le plan des idées et des techniques, mais quand on fait, c'est comme les prophéties, une prophétie n'est vraie qu'après. Les inventions techniques les plus importantes de ces 20 dernières années, personne ne les avait prévues. Je crois que là, c'est vraiment être très présomptueux de vouloir faire des prévisions, je dirais, autres que statistiques et globales. On peut très bien imaginer un certain nombre de choses, mais savoir à quoi ressemblera les descendants de l'homme quand l'homme n'existera plus, s'il a des descendants d'abord. Oui, ça, je me doutais que c'était difficile à prévoir. Non, le sens de ma question était légèrement différent. Oui, alors dans le sens, vous avez très bien expliqué comment deux phénomènes différents aboutissent à un œil. Et est-ce qu'on ne peut pas voir actuellement, à partir de différents éléments qu'on a, par exemple l'apparition d'une propriété d'existence nouvelle, qui existe déjà, en fait, la base existe déjà. Il manque que l'apparition de la propriété. Oui, c'est-à-dire qu'il se crée, comme je vous le disais, en permanence encore des chimères sous nos yeux, mais on ne les avait pas très bien vues. Mais par exemple, l'exemple du bénitier, il se crée encore un nouveau type d'œil sous nos yeux. Alors, il se peut qu'il se crée actuellement des chimères qui sont inapparentes et qui vont apparaître un jour, et pour l'instant, nous ne les avons pas détectées. Et c'est certainement très vrai sur le plan des techniques et des idées. On s'aperçoit toujours quand une réalisation prend corps qu'elle a des précurseurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des embryons de chimères, et que la chimère tout d'un coup est devenue apparente, mais elle existait déjà. Alors il est fort possible, par exemple, qu'il y ait des chimères parmi nous et puis qu'on ne les ait pas détectées et que c'est ces chimères-là qui prendront notre suite, ou tout au moins qui dialogueront un jour avec nous d'une façon d'égal à égal. Ça c'est fort possible, mais comment le savoir? Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'un domaine de l'astrologie particulier qui a été développé récemment, à savoir les deux systèmes de zodiaque, l'un sidéral, l'un tropical? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à ce niveau-là, il y a une polémique un peu stérile qui opposerait deux processus de chimères différents? Non, c'est-à-dire que les chimères, ce sont des emboîtements. Il n'y a jamais... Alors si on prend un certain niveau, le niveau du système solaire, bon, on conçoit une certaine chimérisation entre les différents constituants du système solaire et nous qui vivons sur l'un de ces constituants. Si on ne se contente pas d'être dans le système solaire, on peut regarder tout ce qui se passe dans notre galaxie. Et puis ensuite, notre galaxie, elle n'est pas isolée non plus, elle est chimérisée avec les autres galaxies de notre univers. Et les univers, ils ont des amas locaux. Avant d'arriver au grand univers, il y a les amas locaux. Donc si vous voulez, plus nous analysons finement quelque chose, plus nous devons prendre en compte les chimères emboîtées les unes dans les autres. Alors, bien entendu, on commence toujours par les chimères les plus proches de nous. Alors on a commencé d'abord par regarder ce qui se passait sur la Terre, en prenant la Terre comme le centre du monde. Bien sûr, on s'est aperçu qu'elle ne l'était pas, donc il fallait prendre en considération la Terre tournant autour du Soleil, donc prendre en considération la Terre et le Soleil, puis ensuite la Terre, le Soleil et les autres planètes, puis ensuite, hors du système solaire, le Soleil par rapport au centre de la galaxie, aux autres étoiles de la galaxie, puis ensuite les galaxies entre elles. Autrement dit, au fur et à mesure qu'on progresse, il est inévitable, il ne faut jamais opposer les différents plans,
Ils sont emboîtés, ils sont chimérisés dans deux directions, je dirais une sorte de direction horizontale, et puis une direction verticale dans l'axe de la complexité. Ça ne répond pas tout à fait à ma question. Je voudrais vous poser une autre question maintenant. Est-ce que vous connaissez le terme de forme pensée utilisé par Beller? Oui, oui, très bien, oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce concept par rapport au concept de chimérisation? Eh bien, les formes pensées, ce sont des chimères de notre produit. Ce sont en somme des semi-matérialisations, c'est des matérialisations potentielles de chimères délocalisées. Autrement dit, vous avez, ce qui est rarissime, des matérialisations locales provenant de l'ailleurs, mais ça existe, et vous avez des semi-matérialisations, c'est-à-dire un début de visibilité, mais sans que ça aille jusqu'au stade matériel. Et les catastrophes et la chimérisation? Alors les catastrophes, c'est également, donc la théorie des catastrophes s'applique très bien aux chimères. Comme je l'avais indiqué dans l'année dernière, vous avez les catastrophes dans le monde réel et puis les catastrophes dans l'imaginaire, j'appelle les métastrophes pour bien les séparer. Mais alors toute la théorie des catastrophes est intégralement utilisable aussi bien dans le monde du réel que de l'imaginaire. Et les deux sont toujours réunis par les anastrophes. Qu'est-ce que c'est que les anastrophes? Eh bien, les anastrophes, si vous voulez, c'est le mécanisme de la copulation, par exemple, c'est la fusion chimérique du spermatozoïde et de l'ovule, qui n'est pas l'inverse d'une catastrophe qui est la séparation de deux cellules. Vous voyez, en faisant passer à l'envers un film de division cellulaire, ça ne reproduit pas une fusion cellulaire. Vous avez donc là l'intervention de deux mécanismes fondamentalement différents. Mais par contre, dans le délocalisé, alors c'est plus difficile à conceptualiser, on peut très bien imaginer des catastrophes délocalisées, puisque le produit final, lorsqu'il y a de nouveau localisation, est connu. Donc on peut en déduire qu'entre les deux, il s'est passé un certain nombre de choses. Donc on peut étudier de façon, sans les conceptualiser dans le réel, des choses qui se passent dans l'imaginaire à l'aide de la théorie des catastrophes généralisées. Y a-t-il encore des questions? L'entité serait une chimère mère. Comment vous dites? Ah oui, oui, si vous voulez, on pourrait dire, pour répondre à votre question tout à l'heure, mais simplement ce serait une belle façon, je crois, d'esquiver la question, de dire qu'il y a une chimère mère toutes les chimères, et que les petites chimères sont jamais que des enfants de cette chimère mère. Mais enfin, ça, c'est une façon d'évacuer la question, je crois. Pour reprendre ton explication au niveau des découvertes scientifiques simultanées, donc le Oui. phénomène de chimérisation, est-ce qu'il existe des domaines dans lesquels ce phénomène n'existe pas? La chimérisation, par exemple, à ma connaissance, la même musique n'a pas été découverte par deux compositeurs en même temps. Justement, si. Quand on regarde, quand on a une bonne mémoire musicale et qu'on écoute différents compositeurs, différents dans le temps, on isole des phrases musicales qui sont presque identiques, qui viennent de très loin. Et si c'est parfaitement inconscient, la chimérisation là est évidente, parce que personne n'a copié personne consciemment. Mais vous retrouvez des phrases de Beethoven dans de la musique de Bartók, vous retrouvez... Ah si, ça c'est... Je sais pas ce que tu as... Il y a eu des très très gros problèmes à la SACEM à cause de ça. Oui. Je suppose que quelquefois on a accusé à tort certains auteurs d'en plagier d'autres. En fait, ils n'ont pas plagié, ils ont puisé dans la chimère, dans la partie commune de la chimère. Parce qu'ils ont fait eux-mêmes des chimères. Eh oui. Ils ont fait eux-mêmes des chimères, comme vous les retrouvez. Bien sûr. Oui, mais si, quand on parle donc de découverte simultanée, est-ce qu'on peut à ce moment-là pouvoir lier cela à la faculté de dédoublement dans l'astral? C'est-à-dire, la faculté de faire des voyages, si vous voulez, ce n'est jamais qu'une faculté pour aller chercher ce que l'on cherche. Autrement dit, si vous ne savez pas, si vous voyagez par exemple dans le futur, bien, je vous défie de raconter ce que vous avez vu, parce que imaginez quelqu'un du temps de Louis XIV qui viendrait se promener sur un terrain d'aviation, qu'est-ce qu'il décrirait avec les mots de Louis XIV? Il serait incapable de décrire ce qu'il voit. Alors autrement dit, quand vous chimérisez avec le futur,
vous ne chimérisez que par rapport à vos centres d'intérêt et dans le futur, je dirais, quasi immédiat. Et donc, vous avez un certain nombre de personnes qui sont dans la même direction, et à partir du moment où il y en a un qui a trouvé, ben, ça veut dire que tous les autres y trouvent. Mais je ne crois pas... Oui, mais je ne crois pas qu'il puisse, par exemple, je ne crois pas que quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, pourrait dessiner, à moins d'être un Léonard de Vinci contemporain, dessiner, je ne sais pas, les moyens de transport du XXIe siècle. Hein. Je sais pas, je voudrais bien savoir, je voudrais bien... Oui, mais quand vous dites, je veux bien, pour une découverte technique, par exemple, le Airbus, etc., bon, les ingénieurs sont sur les plans, ils travaillent. Oui. Donc ils cherchent quelque chose, ils cherchent un réacteur qui fait ceci, qui fait cela. Mais un compositeur musical, lui, il a, comment dirais-je, son environnement, il a sa culture, Oui. il a ses goûts, ses aspirations, et quelquefois, comme Berlioz, il entend une symphonie. Bien, il écrit sa symphonie ou il entend. Oui. Mais l'autre, à 5000 km, comment peut-il entendre la même chose? Parce qu'il n'a pas les mêmes, forcément, les mêmes pôles. Écoutez, prenez l'exemple, je reviens au monde politique, vous me direz que c'est un exemple, je le prends pas du tout pour des raisons politiques, mais parce qu'il est sous nos yeux. Regardez, mettez en comparaison les discours de l'ancienne minorité et de la nouvelle minorité. Vous direz que c'est exactement le même discours. Donc, et je crois en toute bonne foi, c'est complètement inconscient. Autrement dit, il y a une chimérisation avec le passé qui fait que, comme il n'y a pas de créativité chez nos hommes politiques, eh bien, la chimère, elle est statique, quoi. Alors, vous avez les mêmes discours qui se répètent et qui se répéteront encore pendant longtemps. Alors, bien entendu, là, ils ne sont pas pénalisés parce qu'il n'y a pas de SACEM qui va le dire, bah, vous avez copié la phrase qu'a dit Michel Debré il y a 8 ans. Alors là, on s'en aperçoit presque pas, puis en général, chacun lit que les discours qui l'intéressent, donc il ne lit pas ceux de la partie opposée. Donc la chimère est... Là, les discours ne sont jamais faits pour convaincre, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'ils ne sont pas lus par les adversaires. Donc là, vous avez bien l'exemple de deux chimères qui veulent s'ignorer et puis qui se copient, parce qu'elles sont quasiment identiques. Alors, évidemment, plus on est créatif, plus on veut s'écarter de la chimère, mais plus on est retenu par les pseudopodes de la chimère, hein, parce que c'est très contraignant. Essayez, par exemple, il y a une technique de psychiatrie qui est basée sur le fait qu'on demande à la personne d'imaginer des mots qu'elle n'a jamais entendu prononcer. Ben, je vous assure, il en faut des heures pour arriver que la personne arrive à trouver un mot qui n'a jamais été prononcé. On vous demande, brut au point, d'inventer un mot que vous n'avez jamais entendu, mais vous n'y arrivez pas. Vous allez composer des phonèmes qui ont déjà été organisés en mots, vous n'y arriverez pas. Je vais parler des végétaux dans l'homme et des minéraux. Alors la chimérisation permanente, c'est la chimérisation, si vous voulez, avec toutes les molécules et tous les atomes qui sont en nous, surtout tous les atomes qui sont minéraux. Donc là, nous avons une chimérisation absolument permanente, et alors qui se renouvelle. Là, vous avez un flux formidable. Quand on mange, mettons, 5 kilos de, je ne sais plus combien en moyenne, mettons un maximum de 5 kilos de nourriture, y compris l'eau, et puis on en excrète autant, sauf si vous gonflez temporairement, vous excrétez exactement ce que vous avez ingéré. Donc ça veut dire que vous avez par jour un flux qui est égal à 5 kilos, mettons pour un corps de 50, si c'était 50 kilos, vous voyez, ça fait déjà une sacrée quantité de choses qui transitent à travers votre corps. Alors vous avez des parties du corps qui se transitent beaucoup plus vite. Vous avez le sang qui transite très très vite, tous les liquides du corps transitent vite, et ce qui transite le plus lentement, c'est les constituants des dents et des os après. Mais je crois qu'au bout de 20 ans, il ne reste plus grand-chose au point de vue des molécules. Il ne reste plus que 1% des molécules minérales des os. Je ne vous garantis pas le chiffre, mais c'est l'ordre de grandeur. On va guérir facilement, au bout de 20 ans, lors de toutes les maladies qu'on pourrait attraper. Ah ben les maladies, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des chimères mal digérées. On peut dire quelque chose d'inutile, en fait, une maladie. Une maladie, oui, c'est une réaction souvent à contre-coup, c'est un acte manqué.
Non, plutôt que la maladie est utile à l'homme. Ah ben, la maladie, d'un certain aspect, est utile, oui, parce qu'elle permet de tester l'agressivité, mais à condition qu'elle ne dépasse pas ce pourquoi elle est faite. Hein. Oui, elle permet de raffiner les techniques de conservation de l'équilibre. Si on réfléchit sur elle. Ça veut dire que les chimères peuvent se détruire par elles-mêmes. Ça veut dire que les chimères, oui. Et vous savez, le grand mythe du Catoblépas, c'est ça, le serpent qui se mord la queue et qui se dévore lui-même, et qui se régénère à l'autre bout, pour qu'il reste toujours la même longueur de serpent. Il ne faut plus dire influence, il faut dire chimère. On chimérise. On n'influence pas quelqu'un, on le chimérise. On chimérise parce que la chimère, elle est toujours, si vous voulez, dans les deux sens. Autrement dit, vous ne dites pas, je vais influencer quelqu'un. Vous l'influencez, mais ce quelqu'un vous influence. Vous êtes chimérisé avec lui, donc vous ne pouvez pas vous décramponner. C'est pas possible. Comment c'est? C'est-à-dire qu'on est, si vous employez le mot aliéné, ça veut dire que vous n'êtes plus vous-même, c'est sûr. L'individualité n'existe très peu dans le monde vivant. Regardez, un homme, en moyenne, il ressemble à un autre homme. Bon, déjà, nous ne pouvons pas échapper à cette similitude qui est l'indice d'une chimérisation par le canal de l'ailleurs. Sinon, pourquoi est-ce que tous les chats se ressembleraient, tous les hommes se ressembleraient? Il n'y aurait pas de raison. Autrement dit, on se fait, je crois, beaucoup d'illusions sur notre individualité et notre degré de liberté. À partir de quel moment vous considérez qu'on atteint un degré de liberté important, c'est-à-dire quand on sort de la dimension 3 ou dimension 4 Je crois que, oui, lorsque l'on se laisse guider par l'imaginaire, on acquiert un degré de liberté considérable. Parce que les contraintes les plus fortes, ce sont les contraintes locales. Vous ne pouvez pas sauter à plus de, je ne sais pas combien en moyenne pour l'humanité, enfin les records c'est quelques mètres, vous ne pouvez pas faire plus. Donc vous voyez, localement, vous êtes très très limité. Mais lorsque vous êtes capable d'avoir accès au délocalisé, alors là vous atteignez un degré de liberté formidable. Parce que vous pouvez aller non seulement chimériser avec quelqu'un aux antipodes, mais vous pouvez aller sur Saturne, vous pouvez aller sortir du système solaire, vous pouvez chimériser avec ce que vous voulez. Ça reste une liberté matérielle. Non, parce que, non, ah oui, elle est matérielle aussi, parce que vous en rapportez quand vous revenez, il faut revenir, vous en rapportez des images et des informations, je dirais, du domaine sensoriel. Mais en même temps, même sans voyager, vous pouvez amener des informations qui sont purement idéales. Je parle sur le plan spirituel. Oui, sur le plan spirituel, vous êtes en permanence à chimériser avec l'esprit de tout le monde, là. Mais là, vous avez sûrement des canaux privilégiés. Là aussi, il y a, l'esprit souffle où il veut, ça veut dire qu'il y a des endroits où il souffle de préférence. Et s'il souffle, c'est que la chimère se fait mieux à cet endroit-là. Au-delà de l'humain, il y a le divin, donc. Dans le divin, donc, il y a chimérisation aussi. Ah oui, bien sûr. Et il y a aussi interdépendance entre le monde humain et le monde divin. Bien sûr. Et comment? Et on peut se poser une question anodine. Est-ce que le monde divin est-il une chimère? C'est-à-dire que si vous prenez le mot chimère dans le sens où je l'ai indiqué aujourd'hui, tout est chimère. Mais alors, vous avez la même chose, on peut regarder les degrés de complexité. Il serait, à mon avis, beaucoup trop pauvre d'imaginer que le monde est restreint à 5 dimensions. Il y en a au moins 7, peut-être plus. Donc, vous avez des chimères à différents niveaux de ce qu'on peut appeler le divin, si on dit qu'au-delà de la 4e, on entre au moins partiellement dans le divin. Mais alors, pourquoi le divin serait-il limité à une seule dimension? C'est pas raisonnable. C'est trop pauvre. Par conséquent, là aussi, il y a des emboîtements chimériques à des degrés de complexité de plus en plus grands. Pour répondre à cette question, dans un contexte métaphysique cartésien, le divin est une entité. Donc, par définition, c'est chimérique. Puisqu'il y
qui répond à tout. Les hommes peuvent être chimériques parce qu'ils sont aussi forts que Dieu, mais dans un domaine très limité, qui leur est propre. Oui, autrement dit, nous serions, pour essayer d'exprimer ça dans un mot localisé, des pédoncules localisés d'une chimère générale et délocalisée. Bon, alors je crois que nous allons en rester là pour les chimères. Alors je vous donne rendez-vous dans la série des mêmes conférences, si elles vous intéressent, le mercredi 10 mars, où on va parler de la conscience, du réel et de l'imaginaire dans l'homme transcomplexe. Alors on développera tout le côté imaginaire que l'on n'a fait qu'effleurer aujourd'hui.